Alors bonjour à tous, je suis extrêmement ravie d'avoir été invitée ici par Monsieur Leroux, que je remercie chaleureusement, afin de pouvoir vous parler de l'art traditionnel de la guerre au Kiribati lors de ces séminaires d'anthropologie diachronique. C'est la première fois que je parle du terrain sur lequel je travaille en tant qu'ethnologue et pas en tant qu'étudiante en ethnologie. Alors je suis super honorée et super contente d'avoir passé les études. Voilà. Le Kiribati, c'est un pays qui m'est cher puisque c'est là-bas que j'ai consacré mes recherches de master lors de 2 terrains ethnographiques de 2 et 6 mois. Juste pour info, vous lisez phonétiquement Kiribati, mais il y a une particularité de la langue parlée localement appelée le gilbertin ou le i-kiribati. I-kiribati exige que la particule ti se prononce comme un S. Voilà, c'est pour ça que je prononce Kiribati et non pas Kiribati. Monsieur Leroux, il va pas aimer ces cartes si vous faites un... Vous voyez les 3 petits points à droite, en haut à droite de votre carte, voilà, vous cliquez, voilà, vous cliquez plein écran. Plein écran. Allez, nickel. Monsieur Leroux, il aime pas trop ce genre de cartes, hein. Faut faire attention, hein. On va faire avec. Alors, il manque les longitudes, les latitudes, etc. Donc, faites attention, ne faites pas ce que j'ai fait, mais voilà. Pour aujourd'hui, ça suffit. Le Kiribati est un pays du Pacifique central qui a la particularité d'être à la fois un pays gigantesque, puisque toute la surface maritime fait plus de 3 500 000 km², mais c'est aussi un des plus petits pays du monde, puisque les terres émergées du Kiribati ne font que 811 km². Si vous voulez un ordre d'idée, l'Alsace, ça fait plus de 8000 km², donc on peut dire que le Kiribati, enfin les terres émergées du Kiribati, sont 8 fois plus petites que la taille de l'Alsace. Voilà, ça vous fait un ordre d'idée. Ces terres dont je vous parle, ce sont 32 atolls coralliens éparpillés au sein de 3 archipels principaux. Je vais montrer ici. Alors à l'est, il y a les îles de la Ligne. Ici, au centre, les îles Phoenix. À l'ouest, les îles Gilbert. Et là, il y a un tout petit point ici qu'on peut retrouver ici, c'est Banaba. C'est la seule île qui n'est pas un atoll. Et elle se situe à 340 km de Tarawa, qui est la capitale, enfin là où se situe la capitale. Voilà. La particularité des atolls, et donc de presque tout le pays, c'est que ce sont de minces bras de sable, totalement dépourvus de relief, et qui englobent un lagon. Alors, c'est pas obligé que tous les atolls aient une forme de cercle ou de demi-cercle, ils peuvent juste avoir la forme de ligne. On peut le voir d'ailleurs avant, il y en a qui ressemblent un peu, enfin qui englobent quelque chose, et il y en a, c'est plutôt des lignes comme ça, éparses, qui sont dans l'océan. Voilà. Mais en fait, dans les atolls, il y a toujours d'un côté l'océan, c'est du bleu profond, voilà, avec un gros récif, et de l'autre, le lagon. Donc, c'est vachement moins profond, c'est tout clair, il y a d'autres poissons, et c'est là qu'on sent plus la marée basse. Voilà. Il n'y a aucune montagne, tout est extrêmement plat. Il faut s'imaginer pouvoir voir l'horizon tout le temps, partout, où que l'on soit, sauf si on se trouve en ville ou dans un bâtiment, évidemment. Sur les atolls du Kiribati, l'altitude générale oscille entre 1 et 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le point culminant à Tarawa, donc l'atoll principal du pays, c'est 3 mètres seulement et c'est vraiment un tout petit endroit sur l'atoll. Donc voilà, c'est pas beaucoup. La seule exception demeure être l'île de Banaba, la seule île ronde du pays avec un point culminant à 80 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais je vous parlerai de cette île un petit peu plus tard. La plus grande problématique qui englobe le Kiribati, c'est la montée du niveau des océans, parce que pour un pays aussi plat et étroit, il est presque inutile de souligner la vulnérabilité du Kiribati par rapport à ce phénomène climatique. Pour faire simple, les scientifiques, ils estiment l'immersion totale du pays au courant de ce siècle. Et c'est un peu ce climat d'urgence qui m'a poussé dès 2016 à choisir le Kiribati comme un terrain d'étude. Je voulais observer et documenter comment est-ce qu'on vit dans un pays en péril de disparition quand même, et voir s'il y avait des solutions locales afin de préserver les terres, la culture et l'identité de ce peuple qui s'appelle les i-Kiribati.
Alors, I-Kiribati, c'est un grand I majuscule, tiré Kiribati avec un K majuscule. Ce qui m'a fasciné chez les I-Kiribati, c'est leur quotidien, qui est organisé de manière très simple, puisqu'il est rythmé et ponctué par les marées. Ils profitent de la marée basse pour aller chercher les coquillages sur les rochers coralliens ou en fouillis dans le sable encore humide. C'est souvent les femmes d'ailleurs qui s'occupent de cette tâche. Et à marée haute, les pêcheurs, presque que des hommes, dans mes souvenirs, j'ai vu aucune femme qui pêchait sur les bateaux en tout cas. Donc, ils embarquent sur des petits bateaux à moteur pour y pêcher le thon ou d'autres types de poissons. Parfois au filet, mais le filet il est surtout utilisé à pied dans le lagon à plusieurs quand on pêche en groupe. Et sinon, ils pêchent le thon à la ligne, sans canne à pêche. Donc, ils jettent la ligne dans l'eau, c'est des grosses lignes comme ça. Et dès que ça mord, ils hissent le thon à la force de leurs bras. C'est super impressionnant à voir. Et voilà, donc ils en pêchent pas beaucoup, c'est vraiment, c'est pas une pêche de masse, quoi. Sinon, ils peuvent aussi plonger en apnée, munis d'un harpon, et ils arrivent à rester super longtemps sous l'eau, en général entre 5 et 7 minutes. C'est assez impressionnant, moi je reste 30 secondes. Et ils plongent très profond, et ils chassent le poulpe, le poisson perroquet, la murène par exemple, et leur harpon, c'est pas, enfin ça peut être des pistolets harponneurs comme on peut en trouver ici, mais c'est assez rare parce que ça coûte de l'argent, c'est difficile d'en faire venir, etc. Donc leur harpon, c'est des longues tiges de métal qui sont attachées à la taille par un fil de pêche et qu'ils tiennent avec un caoutchouc à la fin de la tige pour que ça donne une impulsion quand ils lâchent la tige. Donc, c'est des sortes de harpons à main. Et ça marche très bien. Et dès qu'ils prennent un poisson, ils l'enfilent après sur le fil qui est relié à la taille. Et ça fait comme un collier de poissons quand ils sont... Voilà. Et même avec l'abondance des produits importés que l'on peut trouver dans les magasins ou les petites échoppes aujourd'hui, la population continue de dépendre principalement du paysage qui les entoure. Donc, comme ce que leurs ancêtres faisaient depuis qu'ils se sont installés sur ces îles. Donc, en pêchant, en cueillant des noix de coco, mais aussi en coupant du bois pour construire les habitations lorsqu'elles sont encore construites traditionnellement, en tissant les feuilles de palmier pour confectionner les toits des habitations ou des matelas, etc. Alors, évidemment, il y a eu des changements par rapport à la manière de s'habiller, de faire à manger, de se déplacer, mais il est toujours possible de voir un mode de vie traditionnel, parfois accumulé à la modernité, que ce soit en ville, même si c'est un petit peu plus difficile, et surtout sur les autres îles. Voilà, donc c'était un survol très rapide et de la manière de vivre au Kiribati, mais ça vous donne déjà une idée un peu globale du quotidien aujourd'hui sur place dans sa forme la plus simple. Comme c'est un peuple qui raconte son histoire de manière orale et qu'il y a très peu d'artefacts ou d'édifices très anciens, les données concernant les origines du peuplement du Kiribati restent assez floues. Localement, si on se réfère à la cosmologie du peuple gilbertin, c'est un dieu araignée prénommé Naro, N-A-R-E-A-U, qui sépara la terre du paradis et qui créa le monde que l'on connaît aujourd'hui. Les insulaires, quant à eux, descendent d'esprits ayant voyagé d'île en île. Une fois que les esprits, ils avaient trouvé une île qu'ils considéraient comme la leur, ils s'y installaient en tant que mi-homme, mi-esprit, et s'ils s'y plaisaient, ils se transformaient en tant que véritables humains, comme nous. Cependant, on sait que la première vague de peuplement des îles d'Océanie a eu lieu au Pléistocène. Donc, le Pléistocène, c'était une époque d'ère glaciaire sur Terre où le niveau océanique était relativement bas. À cette époque, l'Australie, la Nouvelle-Guinée et l'archipel Bismarck, donc tout ce qu'on voit ici, ils ne formaient qu'un seul continent appelé Saoul, et les îles d'Asie du Sud-Est formaient un autre continent qui s'appelait Sunda. Les scientifiques australiens estiment la première traversée océanique par l'Homo sapiens pour aller de Sunda à Saoul il y a 80 000, voire 120 000 années. Beaucoup plus tard, entre 10 000 et 1600 années avant Jésus-Christ, les modifications climatiques et naturelles ont fait naître les prémices de l'organisation des Lapita,
C'était un peuple nomade d'Océanie reconnu pour ses talents de navigation. Donc, on pense que c'est leur bateau ressemblait un petit peu à ça, puisque c'est quelque chose qui a été utilisé dans les îles Salomon. C'est des bateaux qui sont antiques, qui sont encore utilisés aujourd'hui. Voilà. Donc, en ce qui concerne le Kiribati, certains estiment le peuplement par leurs ancêtres Lapita 1000 ans avant Jésus-Christ, et d'autres disent que les îles auraient été visitées et ou habitées autour de l'an 0 par des populations venant principalement d'Asie du Sud-Est. Et même s'il n'y a pas d'artefacts ou de récits écrits le prouvant, il y a plein d'indices. Déjà, la langue, le gilbertin ou le ikiribas, qui fait partie du groupe linguistique austronésien qui a évolué dans le sud-ouest asiatique et qui s'est propagé dans les îles du Pacifique il y a environ 5000 ans. Et puis, un autre indice, ce sont les plantes comestibles présentes au Kiribati. Donc, il y a la noix de coco, le pandanus, qui est un type de palmier avec des fruits, l'arbre à pain, qui ressemble de très près au jacquier, et le taro, qui aurait des origines dans le sud-est asiatique et qui aurait été introduite en Océanie et au Kiribati par les premiers venus. Vers 1200 ans après Jésus-Christ, le Kiribati a connu la venue migratoire des peuples samoans et tongiens qui se sont tout à fait assimilés aux premiers habitants, notamment grâce à l'échange de savoir-faire, qui était une monnaie courante extrêmement valeureuse à l'époque. Mais aussi, les Samoans, ils ont une place très importante dans la cosmologie ikiribas, puisqu'à l'époque où ils étaient encore des esprits, ils voyageaient entre Samoa et les îles Gilbert, qui avaient été créées par les mêmes dieux au même moment. Et voilà, donc ils sont très proches. Je bois juste un petit peu d'eau. Avant l'arrivée des Européens, les Ikiribas étaient réputés comme étant un peuple plus ou moins pacifique. Enfin, ça dépendait quand même vachement des îles. Alors, la communauté traditionnelle Ikiribas s'organisait par groupes de familles élargies, divisées entre les îles et qui suivaient une structure politique propre à chacune. Tout était régi par un système patriarcal avec une hiérarchie mettant les anciens au-dessus du reste de la population. C'est eux qui prenaient les décisions majeures puisqu'ils étaient hautement respectés pour leur sagesse et le nombre important d'expériences qu'ils avaient vécues pendant le fil de leur vie. Il y avait cependant deux types d'organisations politiques. D'une part, et souvent dans les îles du Sud, les démocraties, où chaque homme était libre de droit avec des prises de décision faites par le Conseil des Anciens. Et de l'autre côté, surtout sur les îles du Nord, il y avait des féodalités régies par des chefs ou des rois, et où il y avait une hiérarchie au sein du clan qui œuvrait pour le royaume. Soit tout en haut de l'échelle, le roi ou le chef, avec les anciens qui conseillaient le chef. La famille, après, il y avait la famille rapprochée du chef, puis les propriétaires de terres, et tout en bas de l'échelle hiérarchique, il y avait les esclaves. Dans les îles régies par des systèmes démocratiques, s'il y avait danger ou conflit, tout était mis à plat par les anciens qui prenaient une décision collective assis dans une manéaba. Donc les manéabas, ce sont ces longues maisons que vous voyez à l'écran et qui servaient à tous les rassemblements communautaires, mais encore aujourd'hui. Aujourd'hui, ça sert d'école, d'église, d'endroits où on fait des cérémonies, où on fait la fête, où on dort si on n'a pas de maison. Enfin, vraiment, c'est un lieu qui regroupe. C'est là où on fait les parties de bingo aussi, parce que c'est un jeu qui est largement pratiqué au Kiribati. Voilà, les manéabas, on y fait tout, on y a toujours tout fait et on continue de tout faire là-dedans. Il y avait différentes sortes de punitions qui d'ailleurs étaient assez similaires dans les deux systèmes. Soit le bannissement, si quelqu'un était trop dangereux ou avait commis une faute grave par exemple, ou alors était un criminel récidiviste. Il y avait aussi l'exclusion, soit un emprisonnement temporaire du côté de l'océan, soit à l'écart des villages qui se trouvaient plutôt être du côté du lagon. Et il y avait comme sanction le don de terre. C'était quelque chose on pouvait être sanctionné comme ça en donnant de la terre qui nous appartient, ou bien des combats officiels arrangés entre les personnes qui ont un problème commun à régler.
Donc la mise à mort dans ce genre de combat n'était pas considérée comme une victoire respectable, au contraire, c'était plutôt honteux de verser du sang et de montrer de la haine. C'était du devoir des anciens de départager le vainqueur. Pour exemple, il y a une île qui s'appelle Tabiteuea, T-A-B-I-T-E-U-E-A. C'est une île démocratique par excellence, puisque le nom de cette île signifie « les rois sont interdits ». Tabou, T-U-E-A, U-E-A, c'est les rois, tabou, c'est tabou. Voilà. Là-bas, chacun était son propre roi, tous égaux en droit et en terre. Cette île, elle est aussi communément surnommée depuis des générations et encore aujourd'hui, l'île au couteau. D'ailleurs, chaque île porte un surnom en fait dans l'archipel des Gilbert et qui est intimement lié à des stéréotypes véhiculés depuis cette époque et qui sont encore utilisés aujourd'hui, mais d'une manière plus courante et plus légère aussi. Par exemple, il y a l'île du commerce, c'est Tarawa, la capitale, l'île des déesses, Marrakech, il y a 4 déesses protectrices qui englobent l'île, il y a l'île de la magie noire, il y a même une île qui s'appelle l'île du sexe oral. Si vous avez des questions à me poser, je vous répondrai plus tard, mais on va pas en parler maintenant. Et pour l'île des couteaux, donc Tabiteuea, il y a des lois qui apparemment existent encore aujourd'hui, stipulant qu'il est OK pour un propriétaire de terre de planter quelqu'un qui volerait des noix de coco, du taro, un fruit à pain sur ses terres. Voilà. Et c'était même OK de le tuer. C'est pas un crime s'il y a un voleur. Voilà. Et si ils n'arrivaient pas à tuer le voleur sur le fait, ils le disaient à la famille du voleur. Et c'était à la famille de punir son fils ou son, peu importe, le voleur, parce que c'était une faute grave et très honteuse dans les familles. C'est aussi sur cette île qu'avaient lieu des duels, ceux dont on a parlé juste avant, qui étaient organisés pour régler un conflit interne. Alors des coups étaient portés avec les épées ou des armes de guerre et le guerrier le moins résistant aux blessures et à la douleur déclarait forfait et c'est comme ça qu'il trouvait un arrangement à l'amiable. Lorsque les visiteurs, notamment européens, sont venus sur cette île, ils ont été choqués en fait de voir des cicatrices très profondes sur les jambes, le visage ou les bras des hommes. Mais ces cicatrices, elles étaient donc liées à ce genre de duel complètement sportif. La seule distinction dans les féodalités était que le chef était en mesure d'inventer des lois comme bon lui semblait. Il pouvait décider de la mise à mort d'un individu, il pouvait décider du partage des terres entre les différents propriétaires, il pouvait augmenter le statut social d'un esclave s'il travaillait bien, etc. Parfois, il y avait plusieurs chefs sur une même île, égaux en droit, et parfois, il y avait un chef suprême. Et ce sont les clans régis par un système féodal qui avaient la particularité de se battre entre eux pour des terres supplémentaires. Lorsqu'il y avait un roi suprême sur une île, ça ne voulait rien dire de bon. Il possédait toutes les terres, sans exception, c'est-à-dire que tous les propriétaires de terres devaient donner une sorte de... On me dit qu'on a du mal à suivre. Essayez de parler plus lentement. Ah, pardon. Et plus proche du micro. Ah, pardon. Là, vous m'entendez, je vais essayer. Voilà. Articulez bien parce que on a le temps. Je bois et j'ai le temps. Ok, ça marche. Pardon, je me dépêche. C'est mais... très intéressant. Mmh. Je pourrais vous envoyer mon exposé. Voilà. Donc on reprend. Quand des fois il y avait plusieurs chefs sur une même île, égaux en droit, c'est eux qui se querellaient en général pour avoir des terres supplémentaires. Et parfois, il y avait un chef suprême. Quand il y avait un chef suprême, ça ne voulait rien dire de bon. Il possédait toutes les terres sans exception. Donc, tous les propriétaires de terres devaient donner une sorte de taxe au roi. Et les taxes, c'était souvent de la nourriture, c'est-à-dire des fruits qui se trouvaient, ou alors du poisson, ou même des femmes, etc. Et un tel statut, donc celui de chef suprême, ne pouvait être acquis que par la violence, et donc par la victoire d'une bataille. Ces guerres, elles étaient assez communes, mais à très petite échelle. Elles n'impliquaient pas beaucoup de combattants, et il y avait peu de pertes humaines. Les armes et les armures étaient toutes faites en matière locale, les épées et couteaux étaient créés à base de bois de cocotier et ornementés de dents de requin. Les armures étaient faites en fibre de coco, de noix de coco, avec une partie dorsale protégeant les quelconques attaques par derrière. Donc la partie dorsale, là, c'est pour éviter qu'on se fasse couper la tête dans le dos, quoi. Voilà.
Et les casques, c'était fait en peau de poisson. Donc, c'est les poissons porc-épics qu'on appelle aussi les diodons. C'est les poissons qui gonflent quand ils sont fâchés ou qu'ils ont peur. Donc là, ils les pêchaient et ils enlevaient la peau. Ils faisaient des soins, je pense, à la peau. Et ils en créaient des chapeaux avec des parties qui se rabattent sur les côtés au niveau des oreilles pour protéger les oreilles de se faire découper. Voici quelques images d'armes et d'armures traditionnelles Ikiribas. Donc celles qui ont été utilisées lors de tous les affrontements dont j'ai parlé jusqu'alors. Il n'y avait pas d'affrontement de masse avec ce genre d'armes. Il n'y avait pas de grosses attaques inter-îles et pas de grandes guerres. C'était un peuple, comme je l'ai dit avant, relativement pacifique, avec bien évidemment des nuances de violence par-ci par-là, mais rien de réellement marquant. J'ai ramené, alors je sais pas si vous voyez à la caméra, j'ai ramené une miniature, une épée miniature. Voilà, donc c'est pour ceux qui sont présents dans la salle, voilà. Juste, je vais la faire passer, mais ne vous blessez pas parce que je me suis déjà blessée avec. Ça, les petits pics ici, ça vient d'une écrevisse qui se sépate, quoi. Là, il y a des dents de requin. Les parties écrevisses, j'ai cassé un petit bout, c'est assez fragile, mais surtout, ça fait très mal. Et puis, voilà. Je vous laisse. Faut être délicat pour pas qu'on vous l'abîme. Attention. Non, non, c'est pas pour ça. C'est pas qu'on vous le casse. Ah oui, ça pique. Ouais, ça pique. Non, voilà, faut pas appuyer trop fort, quoi. Désolée pour ceux qui nous regardent en ligne. Vous ne pouvez pas toucher le couteau, non, mais vous ne vous blesserez pas. Voilà. Ce qui a tout changé dans le rapport à la guerre, c'est l'arrivée des Européens, évidemment, qu'on appelle localement les Imatang. I majuscule, Matang, M majuscule, A-T-A-N-G. Donc les Imatang, ce sont les Blancs. Voilà. Et même si les îles avaient été repérées et visitées par les Imatang entre le XVIe et le XVIIIe siècle, c'est au XIXe siècle qu'ont lieu les changements les plus importants. Dans les années 1830, les chasseurs de baleines firent des arrêts dans les îles Gilbert qui apportèrent plein de nouvelles ressources. Parce qu'ils avaient des armes à feu et qu'il y a eu quelques affrontements, les Ikiribas considéraient principalement ces étrangers comme des ennemis très puissants. Les baleiniers avaient du mal à se faire comprendre, mais ils ont réussi à trouver un terrain d'entente en proposant aux Kiribas du tabac, chose qui est devenue très recherchée par les locaux. Et ce tabac était échangé contre soit des faveurs sexuelles de femmes non mariées, mais qui avaient perdu déjà leur virginité, voilà, soit des femmes qui étaient dans des couples polygames et dont les maris voulaient bien les partager. Sinon, ils échangeaient ça aussi contre de la nourriture parce qu'ils étaient en mer et qu'ils avaient faim, ou de l'huile de noix de coco, qui était aussi extrêmement valeureux. Et après, il y a eu d'autres échanges, notamment des casseroles, des outils comme des couteaux, des machettes, des haches et aussi des armes à feu. En 1852, ce sont les premiers missionnaires protestants qui arrivent aux Kiribati. Leur but, il est très très simple, c'est convertir le plus possible. C'est quelque chose qu'ils ont réussi puisque aujourd'hui il y a 56% de catholiques, 34% de protestants et après 4% de mormons, 2% d'adventistes du 7e jour, 2% de bahaïs, etc., etc. Mais voilà, pour la majorité, enfin les missionnaires chrétiens ont réussi. Rentrant en contradiction avec la bonne parole de Dieu, certaines coutumes ancestrales et habits traditionnels sont mis de côté. En même temps que la vague de missionnaires, les habitants du Kiribati furent enlevés par les Occidentaux pour alimenter les marchés d'esclaves partout dans le Pacifique. Et c'est à ce même moment que les pires tensions apparurent entre les différents groupes sociaux du Kiribati. Ils se mirent à se disputer plus de terres et certains droits, faisant naître de véritables guerres civiles très sanglantes dans les différentes îles. En plus, comme il y avait des Imatang sur place, ces batailles furent documentées, notamment par les missionnaires. Et il existe des écrits qui relatent la violence des batailles. Quand une île attaquait une autre, elle envoyait des dizaines de vaisseaux, des grands canoës bondés d'hommes, et les combats avaient lieu sur les plages.
Des fois, pour se protéger, ils érigeaient des murs en sable mouillé. Mais voilà, c'était pas des grosses forteresses, quoi. Cette fois-ci, le sang, il coulait à flot, puisque les armes traditionnelles avaient été remplacées par des armes métalliques, donc par des haches, des machettes, des lances, des fusils, des baïonnettes, et parfois des imatangs alliés prenaient partie aux guerres. Mais en tout cas, elles n'avaient rien à voir avec les batailles traditionnelles. Beaucoup de guerriers perdaient la vie, les plages étaient rouges de sang, et les têtes étaient découpées et emportées comme trophées. C'était vraiment d'une extrême violence. Et d'ailleurs, vous vous souvenez de Tabitha Ulea, donc l'île au couteau, dont j'ai parlé justement, eh ben, il y a eu une grosse guerre civile en 1881 entre ses habitants qui pourtant prônaient l'égalité, qui étaient anti-guerre et qui résolvaient les conflits de manière très organisée. L'objet de cette guerre, mystère, c'était la religion. Comme c'est un atoll qui est géographiquement réparti tout en longueur, on peut le voir juste ici. Hein. Donc là, en blanc, c'est le récif corallien. Et tout ce qui est là à l'intérieur, c'est le lagon. Et les terres, c'est là, tout ce qui est limité, enfin délimité par les petites lignes. Voilà. Et comme c'est un atoll tout en longueur, et il est divisé en plein d'îlots. Vous pouvez le voir, là, il y a plein d'îlots qui divisent l'atoll. L'arrivée des missionnaires s'est faite premièrement par le nord. Ils se sont installés là-bas, ici. Ils ont commencé à convertir avec succès. Ils ont érigé des églises, blablabla. Et comme le christianisme était à l'opposé des croyances locales, les habitants christianisés du nord de l'île se sont mis à combattre les païens du sud, soit leurs propres congénères. Ils avançaient progressivement vers le sud et combattaient tous ceux qui ne voulaient pas se convertir. Ça a pris des proportions énormes, puisque les païens du Sud ont commencé à se réunir pour combattre les chrétiens du Nord. Il y eut un moment fatidique lors de cette guerre qui eut lieu lorsque des guerriers du Sud de l'île furent encerclés sur un îlot. Alors c'est l'îlot Tewai, ici, c'est celui-là, juste ici. Voilà. Donc les païens du Sud se sont fait encercler sur cet îlot par les chrétiens. Ils n'ont rien pu faire contre les armes et ils n'ont rien pu faire contre la stratégie d'encerclement et ils furent tous tués, sans exception, sauf quelques femmes et enfants. Et puis après, le reste des païens s'est converti au christianisme par dépit et par peur et par la force. Il y a plus de 1000 hommes qui ont perdu la vie lors de cette guerre fanatique. Et voilà, c'est vraiment arrivé sur l'île qui était une pure démocratie, où vraiment qui prônait l'égalité et où tout était si organisé et chacun était son propre roi. Donc c'est voilà. Il y a eu bien d'autres guerres sur d'autres îles, mais l'arrivée du capitaine Edward Davis en 1892 signa l'arrêt de ces guerres sanglantes après qu'il eut convaincu les chefs ou les anciens des îles de créer un protectorat britannique qui dura jusqu'au 12 juillet 1979. Là, le Kiribati devint un pays indépendant, régi par un système démocratique et parlementaire. Et le Kiribati a donc regroupé l'archipel des îles Gilbert, donc c'est l'archipel dont j'ai le plus parlé, enfin j'ai que parlé de l'archipel des îles Gilbert d'ailleurs dans ce petit exposé, et les îles de la Ligne à l'est, et les îles Phoenix au centre, et Banaba, cette petite île isolée. Je bois un peu d'eau. Petite pause. Évidemment, ce presque siècle de dépendance britannique n'était pas très drôle. On s'en doute. Puisque bien qu'il ait stoppé ce genre de guerre civile, il n'avait rien de pacifique, puisque les Kiribati ont subi d'innombrables cas d'inégalité sociale, une exploitation intense de leurs ressources naturelles, l'occupation violente des Japonais lors de la Seconde Guerre mondiale et un nombre impressionnant d'expériences nucléaires, évidemment dévastatrices pour l'environnement. Pour vous présenter d'autres exemples, j'ai choisi de faire un focus particulier sur Banaba. C'est cette petite île du Kiribati, donc la seule qui n'est pas un atoll, la seule qui n'est pas rattachée à un archipel et qui est habitée seulement par 330 personnes.
pour une superficie de 6,3 km². C'est une île dont je me suis rapprochée pendant mes recherches, déjà parce que la majorité de ma famille Ikiribas est issue de la communauté Banaban, mais aussi parce que je crois qu'il réside dans l'histoire douloureuse de Banaba une clé de réponse à la problématique qui a dirigé mes recherches. Soit, comment est-ce qu'on peut continuer d'exister en tant que peuple lorsqu'on perd le pays ou bien l'île qui a façonné toute notre existence? Et Banaba, c'est un exemple maudit, mais qui est parfait pour cette problématique, parce qu'on peut en tirer des leçons importantes. Pour commencer, le mot Banaba, B-A-N-A-B-A, veut dire littéralement rocher. Et consciente de la signification de ce mot, la colonie britannique y envoya des experts pour qu'ils évaluent la qualité géologique des sols. Merci, monsieur. Il a rendu le couteau, la petite épée, voilà. Donc, les Anglais ont envoyé à Banaba des experts et pour y évaluer la qualité géologique des sols, et ils ont découvert une abondance de phosphate, donc qui est un composant minéral qui provient du guano. Le guano, c'est des excréments d'oiseaux marins fossilisés, voilà, et c'était utilisé comme engrais partout en Europe. C'était un engrais très puissant. C'est peut-être encore utilisé d'ailleurs, c'est toujours utilisé, voilà. En tant que bonne colonie, la couronne britannique a passé un accord totalement injuste avec ce qu'elle pensait être le roi de l'île à Banaba, alors qu'il n'y avait pas de roi sur l'île de Banaba, stipulant qu'elle pouvait miner l'île pendant 99 ans en échange de subventions dérisoires. À cause de cet accord simpliste signé le 3 mai 1900, Banaba fut victime d'une surexploitation minière, la rendant inhabitable, et les Banabans furent contraints de quitter l'île en 1945 pour aller s'installer à Rambi, une île qui se trouve aux Fidji, qui avait été achetée en leur nom pour qu'elle devienne leur nouvelle maison. Entre-temps, Banaba a aussi été victime de l'occupation japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, où ils se sont tous fait exterminer, sauf deux personnes. Ces deux personnes grâce à qui on a pu savoir toute l'histoire qui s'est passée là-bas. Ils ont été victimes de nombreuses famines, et par rapport à l'extraction de phosphate, les Banabans ont bien évidemment protesté et contesté le minage de leur île, mais toujours en vain. Voilà pour la triste histoire. Désolée pour le plombage de morale. Donc, certains Banabans sont retournés à Banaba à la fin de l'exploitation minière. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui plus de 300 habitants à Banaba. La plupart des Banabans continuent de vivre à Rambi, donc aux Fidji, et aussi aux Kiribati, surtout à Tarawa, l'atoll principal. Et c'est là où j'ai rencontré ma famille de cœur. Tout comme les Ikiribas, les Banabans sont un peuple qui se transmettent leur histoire de manière orale. Pause d'eau. Et ce que l'on sait sur les origines du peuplement à Banaba, c'est que les tout premiers humains présents sur cette île s'appelaient les Te-Aka. T-E, plus loin Aka-A-K-A. Dans leur dialecte, le mot Te-Aka signifie littéralement le premier hameau. Ils considéraient leur île comme étant le centre du monde et comme le noyau de l'univers tout entier. Aussi, ils avaient la certitude d'être les habitants originels de celle-ci. Les membres du clan Te-Aka appartenaient tous à une même famille élargie, et la hiérarchie au sein du clan suivait un système patriarcal. Les aînés étaient les membres les plus respectés dans les familles, et le plus ancien de toute l'île avait la particularité de guider la communauté tout entière. C'était lui qui gérait le partage des terres, qui organisait les événements, donc les fêtes, les mariages, les funérailles, etc., etc. Les Banabans les Te-Aka étaient connus à travers leur histoire orale pour être un peuple extrêmement pacifique. Mais ils étaient craints des visiteurs et de ceux qui peuplèrent l'île à leur tour. Oh là, cette phrase, j'ai eu du mal. Donc, je reprends. Donc, les Te-Aka, ils étaient craints de tous ceux qui peuplèrent l'île à leur tour parce que c'était de très bons magiciens. Ils pratiquaient la magie. Voilà. Et
C'était de puissants sorciers qui utilisaient les ossements humains des défunts de diverses manières. Quand quelqu'un décédait, ils embaumaient le corps à l'aide d'huile de noix de coco, ils massaient la chair pour qu'elle se détache des os, et les os étaient utilisés de diverses manières. Les côtes, elles servaient à créer des outils, les os, enfin des doigts et des orteils, c'était utilisé pour créer des harpons, des hameçons de pêche. Les dents, c'était pour faire des colliers. Les crânes et les cheveux étaient utilisés pour des rituels magiques. La magie traditionnelle, là-bas, elle s'appelle Te Kauti. T, donc toujours T-E, plus loin Kauti, K-A-U-T-I. À la fin du XVIe siècle, toujours d'après les histoires orales, les Te Aka furent envahis pour la première fois par le clan Oriaria, originaire de l'île de Gilolo, aussi connu sous le nom de Almarea, dans l'archipel indonésien des Moluques. Donc, le clan Oriaria débarquèrent au sud de Banaba avec la conviction de s'y installer de manière permanente. Mais ils réalisèrent que l'île était habitée. D'ailleurs, j'ai peut-être une carte. Pardon, voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, le clan Oriaria, ils débarquèrent ici, dans le sud de l'île. Voilà. Mais ils réalisèrent que l'île était habitée lorsqu'ils firent la rencontre avec les membres du clan Te Aka. Cette rencontre, elle ne s'est pas bien passée. Et c'est devenu la première guerre qu'il y a eu sur cette île. Elle est appelée la guerre de Tairua, T-A-I-R-U-A, car Tairua signifie littéralement les étrangers. Le clan Oriaria gagna la bataille, car ils avaient de l'expérience et sûrement des armes avec eux. Ils repoussèrent au nord de l'île les natifs Te Aka qui, eux, ne connaissaient rien à la guerre, puisque c'était la toute première fois qu'ils se battaient avec des étrangers. Et ils ont créé cette limite, celle qu'on voit au centre. Il n'y avait pas encore tous ces villages ici. C'était juste divisé en deux, avec au nord le clan Te Aka qui vivait et au sud le clan Oriaria. Voilà. Les nouveaux arrivants s'installèrent, se partagèrent les terres au sud de l'île entre les différentes familles et ils établirent une frontière entre les terres du clan Te Aka et les leurs. Les deux clans respectèrent la frontière, sauf une fois où une famille du clan Oriaria s'était trop rapprochée d'un site funéraire sacré Te Aka. On parle de ce site-là, donc qui est à cheval sur la limite, sur la frontière entre le nord et le sud. Et ce petit dépassement a déclenché la deuxième guerre. Cette fois-ci, les Te Aka, ils gagnèrent la bataille, sûrement parce qu'ils connaissaient les Oriaria, qu'ils savaient comment ils se battaient et qu'ils s'étaient aussi mieux préparés. À l'issue de cette bataille, la famille qui voulait s'installer près du site funéraire, elle est allée s'installer ailleurs et puis voilà, c'était la fin de la deuxième guerre de Banaba. Et ce qui est marrant c'est pendant toutes mes recherches sur les différents conflits à Banaba, j'ai trouvé aucune description d'armes, aucune description d'armure, aucune photo, aucun dessin, aucun objet, absolument rien. Peut-être que je manque encore de ressources, c'est fort probable, mais voilà, j'avais plein de photos, plein de trucs à vous montrer avant, et puis là, j'ai rien. Donc, je sais qu'ils se sont battus, mais je sais pas comment et je sais pas avec quoi. Et je m'en excuse d'ailleurs de pas avoir plus de détails à ce niveau-là. En tout cas, les années passèrent et les Te Aka commencèrent à accepter la présence des envahisseurs et à interagir socialement et pacifiquement avec eux. Peu à peu, ils se marièrent entre eux, échangèrent leur savoir-faire distinctif. Les membres du clan Oriaria partagèrent toutes leurs compétences de navigation et de pêche, leur enseignèrent de nouvelles manières de construire des outils, des hameçons et des canoës. Le clan Te Aka leur révéla certains secrets de sa magie ancestrale que les membres du clan Oriaria combinèrent avec leurs propres rituels. Donc même si ça avait un peu mal commencé entre les deux clans, leur union pacifique n'a été que bénéfique pour leur culture qui, avec l'échange de nouveaux savoirs, évoluèrent vers de nouvelles coutumes. Un siècle plus tard, soit à la fin du XVIIe siècle, Banaba fut envahi une seconde fois
par une femme Ikiribas, cette fois-ci, et son équipage qui venait de Bérou. C'est un atoll situé dans l'archipel des îles Gilbert, donc l'archipel dont on a parlé lors de la première partie. Ils débarquèrent dans la partie sud de l'île aussi, occupée principalement par les membres du clan Oriaria, et leur arrivée ne fut pas repoussée. Tout simplement, le clan Oriaria accepta de leur échanger des terres contre l'apprentissage des savoirs et des compétences qu'apportaient les nouveaux venus, ce qui avait à l'époque énormément de valeur puisqu'il n'y avait pas de monnaie. Et c'est comme ça que la culture Ikiribas fit son entrée à Banaba. Les envahisseurs de Banaba ont tous apporté du neuf à la culture du clan Teaka grâce à leurs influences venant d'autres mers, et le mélange de ces trois cultures est ce qui a construit la singularité de l'identité des Banabans avant l'arrivée des Européens au XIXe siècle. Tout cela a été transmis de manière orale de génération en génération. À Banaba, comme au Kiribati, la danse et le chant sont des moyens utilisés pour inscrire et se souvenir de ce genre de moments historiques importants à leurs yeux et survenus au fil des siècles. Les chants et les danses sont exécutés lors de fêtes, d'événements, de cérémonies ou pour accueillir des voyageurs et des nouveaux arrivants sur leur terre afin de présenter qui ils sont. Donc à chaque fois que, pareil, quand j'allais sur des îles, j'avais le droit d'assister à une cérémonie où le village se présentait sous forme de danse. Donc, j'avais pas toutes les clés pour déchiffrer les mouvements et ce qu'ils voulaient dire là-bas, mais en fait, en dansant, ils racontent toute l'histoire, toute leur histoire depuis le début. Et c'est la manière qu'ils ont de se présenter. Voilà. Et les membres du clan Teaka à Banaba ont une danse très spéciale pour parler des différentes invasions dont on a parlé. Cette danse s'appelle Tekaranga. Vous pouvez voir ici le mot écrit, comme ça je ne l'appelle pas pour une fois. Voilà, Tekaranga, c'est une danse de guerre qui utilise une lance comme accessoire. Même si c'est littéralement appelé une danse de guerre, ce n'en est pas une. Ce n'est pas pour animer les troupes, ce n'est pas pour se battre, c'est uniquement pour commémorer les batailles qu'il y a eu à Banaba. C'est une danse qui prône d'ailleurs la paix entre les différents clans. Originellement, cette danse n'était pratiquée que par des hommes, mais aujourd'hui, les femmes aussi peuvent apprendre et danser Tekaranga. Sur cette photo qui date de 1919, on peut voir deux femmes. Donc ça fait déjà un siècle au moins qu'elle pratique cette danse, mais je n'ai pas d'informations plus exactes à vous offrir sur depuis quand est-ce qu'elle pratique cette danse. Voilà. Les danseurs portent tous des costumes uniques et spécifiques à cette danse. Ils portent un ornement de tête qui, avec le temps, a beaucoup changé, notamment à cause de l'influence des envahisseurs de Banaba. Parfois, c'est un peu comme on peut le voir ici, ce sont des feuilles de pandanus tressées en couronne, ornementées de coquillages. On peut le voir ici, mais pas très bien. On verra sur l'autre photo peut-être. Attendez, j'essaie. Ah oui, voilà. Donc ça, c'est les danseurs de Tekaranga aujourd'hui, mais qui ont fait la couronne qui se rapproche vraiment de ce que c'était avant. Je repasse juste à cette photo. Et vous verrez la photo que je vous ai montrée juste après. Plus tard, avec l'influence des cultures Ikiribas, ça s'est transformé en chapeau tissé en fibres de noix de coco et de pandanus qu'ils nouaient au menton. Mais des photographies confirment que certains ornements de tête, peut-être les premiers, on ne sait pas, comportaient une perruque faite initialement de cheveux humains qu'ils ont remplacés par des fibres de noix de coco teintes en noir. Sur cette photo, on peut voir les perruques. Voilà, c'est les hommes qui les portent. Je ne sais pas si vous voyez bien, la photo, elle est de piètre qualité, mais voilà. Ces perruques, elles représentaient l'aspect physique originel des ancêtres Teaka, qui avaient encore les cheveux crépus à l'époque. Une particularité physique qui s'est estompée au fil du temps. Et c'est d'ailleurs ce qui prouverait que les Teaka soient venus à Banaba depuis les îles micronésiennes et même sûrement depuis le Vanuatu. Aujourd'hui, l'ornement de tête se rapproche de l'original, donc une couronne en feuilles de pandanus est décorée avec des plumes et des coquillages. Après, et ça c'était, j'en ai parlé avant de
du chapeau qui se nouait au menton. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est venu avec l'influence du coup du clan Oriaria et sûrement du clan qui venait de Bérou. Après, le costume de danse possède des colliers, des bracelets, des ceintures, tous tressés en feuilles de pandanus et souvent ornementés de coquillages et de cheveux humains. Lorsque des cheveux sont utilisés, ce n'est pas seulement pour de la décoration, ils représentent les ancêtres et agissent comme une protection magique sur le danseur. Les danseurs portent aussi une jupe, généralement en feuilles de cocotier, mais la partie la plus importante du costume, c'est cette lance qui est propre à cette danse. De toutes les danses des îles Gilbert, il n'y en a aucune qui a ce genre de lance. Voilà. Elle est faite de bois taillé finement et ornementée de plumes qui sont attachées grâce à du fil en fibre de coco. Cette lance représente une arme de guerre, mais ça n'en est pas une. Elle a uniquement été confectionnée pour être utilisée lors de cette danse. Mais comme j'avais pas de photos ni de description des armes qu'ils avaient utilisées lors des deux batailles, peut-être que ça ressemblait à ce genre de lance. C'est une supposition. Mais je pense, puisqu'ils ont créé cette danse pour la commémoration de ces guerres qu'il y a eu, donc c'est... Oui. Une des diapos antérieures. Et il y a des guerriers qui se préparent pour... Voilà, non, encore avant. Et il y avait des longues lances. Oui, ici. Ouais. Très hautes. Donc, comme les saris macédoniennes, presque. Donc peut-être que c'est avec ça qu'ils ont été attaqués la première fois. Ouais. Ça, c'est des lances qui se lancent pas, c'est des lances qui... Et peut-être que les autres, c'est des en défense. On peut à la fois utiliser comme épée et les lancer. Vous n'avez pas d'infos? Non, je suis désolée. J'aurais aimé vous donner plus d'infos. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé avec les moyens que j'avais. Lors d'une représentation de Tekaranga, les danseurs qui sont en nombre pair se divisent en deux groupes, forment deux lignes pour se retrouver face à face et s'affrontent avec des lances en faisant des mouvements très précis, en changeant de place, en faisant des rotations et le tout en chantant. Les chants pratiqués lors de cette danse ne sont pas mélodieux et comportent les mots d'un ancien dialecte dont on a perdu le sens au fil des générations. Mais ces mots sont un réel héritage et ils sont toujours prononcés pendant la danse par ceux qui la pratiquent aujourd'hui. Et si tout est chorégraphié, les danseurs ont la particularité d'être habités par les esprits de leurs ancêtres grâce à des rituels magiques pour les invoquer, ce qui rajoute une dimension réaliste très spirituelle et très puissante et qui transporte réellement le spectateur à l'époque des batailles entre les différents clans de Banaba. Quand là c'est un lycée qui fait la danse, en général les lycéens ils apprennent les danses mais ils font pas les rituels avant. Parce qu'ils prennent des plantes, etc., pour qu'ils puissent rentrer en transe. Des fois, ça peut être dangereux. Il y a déjà une danseuse qui a perdu la vie à cause d'un arrêt cardiaque, parce que les plantes qu'ils doivent prendre, elles doivent être assez fortes. Donc, quand ce sont des écoles qui dansent, en général, on peut pas avoir de transe. Et il n'y a pas toute cette dimension rituelle. Mais quand on va dans des villages, c'est encore pratiqué et on peut encore voir des transes pendant les danses. Et ces transes, ce sont les anciens esprits, enfin de leurs ancêtres, qui sont présents. Voilà. Toutes les danses du Kiribati, et pas seulement Tekaranga, racontent toujours quelque chose. C'est une manière orale et visuelle de transmettre l'histoire du peuple, mais c'est aussi par la danse que les Ikiribas et les Banabans continuent de faire exister dans le monde réel les esprits de leurs ancêtres. Alors on a vu que les Teaka, lorsqu'ils se sont fait envahir par le clan Oriaria, n'ont pas pu rivaliser. Comme ils n'avaient jamais rencontré personne, ils ne connaissaient rien à la guerre, certes, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne savaient pas se battre, car les membres du clan Teaka avaient une manière toute particulière de résoudre les disputes de manière pacifique. Je mets des guillemets parce que c'est quand même une utilisation de la violence, mais de manière très réglementée pour que tous les conflits puissent se régler à l'amiable, et c'est assez similaire au fonctionnement de Tabituea. En fait, la boxe était le sport traditionnel le plus populaire à Banaba. C'était une démonstration de force physique pure mêlée à des rituels magiques qui permettaient aux combattants d'avoir les pouvoirs de leurs ancêtres.
La boxe Banaban s'organisait en compétition entre toutes les familles du clan et permettait de régler les conflits du quotidien à l'amiable, mais parfois même ces tournois étaient organisés d'une manière purement sportive, sans avoir pour but d'apaiser une quelconque dispute. C'était du devoir des anciens de chaque famille d'entraîner les hommes depuis leur plus jeune âge et de choisir lequel d'entre eux représentera la famille à la compétition. Ce sport a une place unique dans le corps des Banaban puisqu'il permet aux combattants de montrer leur habileté à l'île tout entière et à faire élever le statut social de leur famille au sein du clan. En cas de victoire. De l'autre côté, si un combattant perd, il peut mettre sa famille dans une position assez gênante, voire même honteuse au sein du clan, parce que c'est assez mal vu de perdre. C'est la honte, quoi. Donc c'est vraiment un sport qui anime toutes les passions. La magie, dont j'ai parlé avant, appelée Tekaoti, a un rôle très important dans la pratique de la boxe Banaban. Chaque combattant se doit de procéder à des rituels magiques afin de posséder le plus de force que son adversaire. Avec la magie, ils peuvent convoquer les esprits de leurs ancêtres afin d'être habités des pouvoirs et de la force familiale à un niveau spirituel. Le rituel de préparation au combat, il dure 3 jours. Et il a lieu dans un endroit où les jeunes hommes, ils ont l'habitude de se reposer à l'écart de leur famille. Ils appellent ça des terrasses, mais c'est vraiment des plages entourées de rochers et celles-ci étaient réservées qu'aux jeunes hommes. Cet entraînement doit répondre à 3 règles très spécifiques qu'il serait tabou de transgresser. La première est que les hommes doivent se tenir à l'écart de toute femme durant cette période. La deuxième, c'est qu'une femme menstruée ne doit surtout pas toucher la nourriture, les couverts, la natte en pandanus, donc le tapis végétal qui sert de matelas, ou tout autre objet qui appartient au boxeur en question. Et la troisième est que le boxeur doit pratiquer les rituels de 3 heures du matin jusqu'à la minute avant le lever du soleil, ou la seconde avant le lever du soleil, enfin juste avant que le soleil ne pointe le bout de son nez. Pratiquer ces rituels est la phase la plus importante de l'entraînement puisqu'elle permet aux jeunes combattants de se connecter à ses ancêtres et à gagner le pouvoir de leurs esprits. Durant ces 3 jours, le boxeur doit conditionner sa mentalité en se persuadant qu'il peut gagner afin de convaincre ses aînés qu'il est capable de représenter sa famille lors du tournoi. Si les aînés émettent des doutes quant à sa capacité de gagner, ils ont le droit de retarder la date du combat afin de protéger le boxeur de perdre, ainsi que la famille tout entière de la honte associée à la perte du combat. Alors, il y a plusieurs stades d'entraînement et ça commence pratiquement à la naissance de chaque petit garçon. Quand un garçon naît dans la famille, les aînés demandent à garder le cordon ombilical séché lorsqu'il est tombé du ventre du nourrisson. Les aînés préservent soigneusement ce cordon. J'ai pas de photo de cordon ombilical séché. J'ai cherché aussi, je n'ai pas trouvé. Voilà. Et ils préservent ce cordon qu'ils confectionnent en forme de bracelet. Ce bracelet doit être porté au poignet gauche si le boxeur est droitier, au poignet droit si le boxeur est gaucher. Et il doit être porté pendant tous les rituels d'entraînement, mais aussi pendant les combats. Ce bracelet est en fait un équipement essentiel de son armure lorsqu'il se bat. Les Banabans ont pour habitude de croire que l'enfant qui a prodigué le cordon ombilical qui sert de bracelet deviendra un combattant de même augure, et ce qui est une motivation supplémentaire pour le boxeur de gagner puisque cela assurera le futur de cet enfant. D'ailleurs, le champion a le droit, au même titre que les aînés, de choisir un jeune garçon au sein de la famille qui serait le candidat idéal pour être le prochain boxeur de la famille. Si aucun jeune garçon ne convient au sein de la famille proche, soit un de ses enfants ou un de ses neveux, il a le droit d'adopter un autre enfant chez sa famille éloignée, donc ça peut être des cousins. Et évidemment, si la famille est d'accord. Et cette forme d'adoption, elle est valable que pour la boxe. Donc, le jeune garçon héritera que de l'entraînement du boxeur, que des pouvoirs liés à tout ça, mais il ne gagnera pas de terre et n'aura pas de choses à faire pour la famille. Voilà. C'est à la puberté que la première leçon de boxe commence. Le garçon apprend et se familiarise avec l'histoire orale et commence à assister à des tournois en tant que spectateur.
Il commence aussi à apprendre les secrets des rituels et on lui explique d'autres aspects de la culture liés à la puberté et pourquoi les femmes ne peuvent pas faire partie de l'entraînement rituel, par rapport notamment aux menstruations. Je fais juste une toute petite parenthèse. La puberté chez les garçons et les filles marque un moment important au sein de leur existence et au sein de la communauté. C'est valable pour plein de groupes sociaux différents. Mais par exemple, à Banaba, les premières menstruations sont célébrées et ritualisées. Pendant 3 jours, la fille fraîchement menstruée, je suis désolée, je sais pas comment le dire autrement, il y a plein d'autres termes, mais je ne sais pas le dire. Donc la fille fraîchement menstruée, je le dis encore, pardon, est mise à l'écart par les femmes de sa famille, mère, tante, grand-mère, et ne mange et ne boit que très peu. C'est 1 noix de coco fraîche par jour, et aujourd'hui elle a le droit de manger des petits biscuits aussi. Et le fait de manger très peu, ça a pour but de renforcer son esprit, apprendre qu'une femme c'est être très forte et que c'est résilient, voilà. J'ai lu aussi d'autres choses, comme quoi les jeunes garçons, pour apprendre à combattre et pour apprendre à devenir de guerriers, notamment sur les îles Gilbert, ils mangent aussi très peu pendant 3 jours, pendant des rituels. Manger peu, 1 noix de coco, c'est bon. Ça renforce en fait le caractère, le physique, etc. Et c'est aussi pendant ces 3 jours que la jeune fille apprend à quoi ça sert les menstruations et qu'elle reçoit toute son éducation sexuelle théorique. Pour revenir à mes moutons, c'est ce même genre d'enseignement que reçoit le jeune garçon pubère, notamment lorsqu'il commence son cycle d'entraînement à la boxe. C'est tout en un. Le jeune garçon commence ses leçons pratiques à l'adolescence, pratique de boxe. Voilà. L'entraîneur, donc le champion actuel, et les aînés travaillent ensemble pour entraîner le jeune homme. Il commence par renforcer le corps et l'esprit de l'adolescent afin qu'il puisse assurer son futur rôle. Pour renforcer le cœur, je pense qu'il devait faire de la musculation, qu'il devait courir un petit peu, mais aussi il tapait ses poings contre les rochers de la terrasse, voilà, pour casser tous les nerfs des mains. Des fois, on peut voir dans certains arts martiaux les phalanges. Il y a des nerfs aussi, non? Ouais, voilà. Et comme ça, ils sont comme immunisés plus tard à la douleur. Et dans certains arts martiaux, on se frappe aussi les tibias contre des arbres ou des barres de fer, justement pour casser la sensibilité à la douleur. Voilà. Il apprend aussi la complexité des postures et des techniques de combat. Et pour finir, il commence à pratiquer les rituels magiques liés à son entraînement. À la fin de ce stade, le jeune boxeur est tout à fait conditionné et conscient de la future responsabilité pour qu'il puisse défendre l'honneur de sa famille et représenter son clan dans les combats futurs. Entre 18 et 20 ans, le jeune homme est prêt à combattre dans toutes les premières compétitions. Et lorsqu'il a atteint l'âge de 20 ans, son entraînement avec les aînés est terminé et il a le droit d'adopter un jeune garçon à son tour pour qu'il puisse lui apprendre les techniques de combat. Voilà. C'est aussi à cet âge qu'il est totalement respecté et considéré comme un homme car il a acquis le titre de boxeur. On attend de sa part, lors des réunions familiales, une prise de position et son avis est hautement recherché et respecté. Pour le matériel de combat, en plus du petit bracelet protecteur en cordon ombilical séché, les hommes portent tebana, donc des gants de boxe fabriqués à partir de fibres de noix de coco. Originellement, ces gants étaient ornementés de pointes issues d'épines de diodon, donc les poissons qui gonflent là, ou bien de dents de requin de récif. Plus tard, ces épines très dévastatrices pour le visage furent remplacées par des petits coquillages et des cailloux trouvés sur la plage. Et c'est seulement à partir du XVIIIe siècle qu'ils n'ont utilisé que des gants en fibre de noix de coco. Donc sans éléments destructeurs de visage. Aussi, les herbes et les onguents ont une part essentielle lors des combats afin de soigner les blessures des boxeurs. De plus, l'huile magique est utilisée en tant qu'armure afin de protéger le combattant, ainsi que sa sœur ou sa cousine qui l'assiste dans le combat. Ça, je vous en parle juste un peu après.
C'est de l'huile de noix de coco très parfumée qui a été ensorcelée par les femmes de la famille qui sont familières à la magie. Et c'est seulement les meilleures sorcières qui sont capables de créer une huile protectrice résistante aux coups donnés par les adversaires et sûrement résistante aux épines, enfin aux dents de requin. Cette huile agit comme une barrière magique contre les pouvoirs des adversaires. Les boxeurs en sont recouverts avant de commencer le combat. La surface glissante de leur corps permet aussi d'esquiver le plus de coups possible. Et sans cette huile, sans les onguents médicinaux, sans les rituels de préparation au combat, le boxeur devrait combattre en utilisant que sa force pure, ce qui serait un clair désavantage par rapport à son adversaire. Les règles de combat, elles sont très simples. Le premier combattant à tomber au sol perd. Ça, c'est vraiment la règle de base. Elle est simple, précise, on ne peut pas vraiment se tromper. Deuxième, il ne doit pas y avoir de sentiment de haine dans le jeu. C'est une compétition à l'amiable. Donc, il y a énormément de respect vis-à-vis de l'adversaire ainsi que de sa famille. Aussi, c'est une petite île. Tout le monde se connaît. Alors, il est important de rester correct et de ne pas montrer d'animosité. C'est important que les combattants entretiennent sur le terrain et dans la vie une bonne relation. Lorsqu'il y avait que les membres du clan Teaka sur l'île, les combats avaient lieu entre les différentes familles du clan, donc entre cousins, frères adoptifs, frères, belles familles, etc. Mais lorsqu'il y a eu plus d'immigration et que les membres du clan Teaka ont finalement accepté leurs nouveaux voisins, les combats avaient lieu entre les différents clans, mais toujours à l'amiable. Ils ont transmis les règles et ça a toujours eu lieu avec le clan Oriaria, mais aussi avec le clan qui venait de Bérou. Voilà. Troisième règle, la différence d'âge entre les combattants ne compte pas, mais comme dit précédemment, il y a un âge limite pour commencer à combattre, c'est 18 ans. Quatrième règle, ce sont les aînés qui organisent les dates des combats, donc les aînés des différentes familles se mettent d'accord entre eux. Cinquième, la dernière, tous les secrets des techniques et des rituels de combat ne doivent pas être révélés. Chaque famille détient ses propres secrets, ses propres rituels d'invocation des ancêtres, ses propres huiles et ses onguents médicinaux, et ils ont le devoir de préserver leur manière de faire dans le cercle de la famille restreinte. Après, je pense qu'entre les membres du clan Teaka, ils devaient partager les techniques secrètes assez similaires, comme les ressources étaient assez limitées, mais cependant, je pense que certaines familles devaient avoir des atouts, c'est-à-dire une meilleure sorcière ou un meilleur sorcier, etc. Et ça, c'était important de garder secret comment être le meilleur, parce qu'il en allait de l'honneur de chaque famille. Maintenant, passons aux positions de combat. Sur le PowerPoint, je vous ai mis d'abord le terme vernaculaire, après, entre parenthèses, la traduction qu'en a fait l'auteur, et suivi en français de la mienne, après la virgule. Alors pour certains noms techniques, si je traduisais littéralement la traduction anglaise, ça voulait pas dire grand-chose. Donc j'ai essayé de franciser ces noms et ces techniques du mieux que je pouvais. Alors vous en faites ce que vous voulez, mais ne vous moquez pas. Voilà, rien n'est inscrit dans la pierre. Je suis, vous pouvez me dire si ça va pas, je changerai et puis voilà. La première technique, c'est Tebutu. Donc là, que j'ai appelé la position du pouce perçant. Ça fait un peu nom de nanar, mais voilà, je suis désolée. C'est une technique où les poings sont positionnés devant soi. Je vais un peu montrer à la caméra et vous montrer aussi à vous. Un peu comme en boxe anglaise. D'ailleurs, la boxe Balaban, c'est très similaire à la boxe anglaise. Soit une main en garde. Moi, je suis droitière, donc c'est la gauche, elle est un peu en avant comme ça, et l'autre prête à attraper. Le corps est un peu penché, le ventre rentré, et les jambes légèrement éloignées et pliées. C'est une position où on peut facilement bouger ses poings pour qu'ils puissent rapidement donner des coups. Mais le petit twist de cette technique, c'est pour ça qu'on l'appelle la position du pouce perçant, c'est que les boxeurs, ils se laissent pousser les ongles des pouces en forme de pointe, et ils les laissent, ils doivent garder leur pouce à l'extérieur des poings. C'est-à-dire que quand ils tapent, leur ongle, c'est une arme supplémentaire pour blesser l'adversaire. Voilà, c'était la position du pouce perçant. Teuma, la maison.
Voilà, donc je l'ai appelé la position de la maison funeste. Voilà, ne vous moquez pas, hein, c'est moi qui fais des petits trucs. Donc le bras de garde est toujours placé devant le visage et l'autre bras se trouve au niveau de la taille, prêt à en découdre. Et là, j'ai parlé à un pote à moi qui est champion de boxe anglaise et qui peut plus depuis la semaine dernière parce qu'il a eu un décollement de la rétine, enfin bref, le pauvre. Et il m'a dit que c'était une technique qui avait été mise en avant dans les années 1950 en boxe anglaise par un, je sais plus le nom du boxeur. Mais voilà, quand il a lu la description, je lui ai fait lire la description de la technique, il a dit mais ça, c'est exactement la technique qui a été inventée en 1950. Mais donc on voit qu'elle a des origines bien avant 1950. Donc l'autre bras est près de la taille, prend en découdre. Les jambes placées à l'avant et légèrement pliées et l'autre à l'arrière sert vraiment de renfort pour ne pas tomber. C'est un mouvement qualifié de tueur, d'où la maison funeste, car tout le corps est en rotation au moment de donner le coup de poing au visage ou au flanc. Et mon pote boxeur, il m'a appris que quand on a le poing qui est là, près du ventre, eh ben, on se protège grâce à son épaule aussi. Voilà. Le fait d'être en rotation permet d'avoir un élan de pleine puissance. Le mouvement de rotation doit être rapide et précis afin de toucher l'adversaire lorsqu'il baisse sa garde. C'est Katabara, la position ouverte. Donc c'est l'appellation française où je vais le plus chercher et finalement je m'en suis tenue à une traduction littérale et c'est peut-être pour le mieux. Alors les deux bras se tiennent à la hauteur de la tête alors que les jambes sont légèrement éloignées et pliées. Les poings bougent vite et en mouvement circulaire, donc vraiment comme en boxe anglaise, on descend bien dans les genoux et puis on fait des petits cercles comme ça et tac, 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 tac. Voilà. De manière à toucher l'adversaire au visage et aux côtes. C'est le mouvement le plus populaire qui est encore pratiqué aujourd'hui à Rugby. Et c'est le mouvement qui est pratiqué dans la boxe anglaise. Et la dernière, Te Tiribeni, Shadow Smash, la technique de l'ombre fracassante. C'est la technique utilisée par les femmes si elles doivent se battre. J'en parlerai après. Les poings sont placés devant la poitrine et les jambes sont droites, légèrement éloignées, et avec cette position, elles frappent de manière latérale, comme ça, afin de toucher l'adversaire avec le devant du poing. Le mouvement latéral continu, comme ça, et rotatif des poings est censé bloquer les coups de son adversaire. Et le pote, donc, à qui j'en ai parlé, il m'a dit, mais c'est quoi cette technique? Pourquoi elle est réservée? Enfin, c'est vraiment une technique naze. Enfin, je suis désolée, hein, de dire ça. Il n'a pas émis du jugement, mais il a dit, c'est vraiment pas pratique. Enfin, parce que les jambes sont statiques et faire ce mouvement tout le temps, ben, c'est pas foufou, quoi. Donc, voilà. C'est une technique qui est que pour les femmes. Ils disent que c'est réservé, donc je pense que les hommes ne peuvent pas utiliser cette technique. Mais je ne sais pas si les femmes doivent que utiliser cette technique ou peuvent aussi utiliser les autres. Je sais pas. Mais après, j'ai vu qu'elles apprenaient aussi les autres techniques, donc peut-être qu'elles peuvent cumuler le tout. Voilà. On parle maintenant des femmes, voilà, justement, parce qu'elles jouent un rôle important dans les combats. Pendant que les hommes reçoivent un entraînement à temps plein, les femmes, quant à elles, apprennent les différentes techniques de sorcellerie appelées tabunea. Elles doivent faire partie de la famille proche du combattant, donc sœur ou cousine proche, et assistent le boxeur pendant le combat. Ce sont elles qui sont chargées de remédier aux blessures pendant le match. Les blessures peuvent être très dramatiques, car les armes qu'il a sur les gants, donc je vais juste remettre, voilà, peuvent arracher des bouts de visage, faire de grosses entailles. Parfois, les yeux des boxeurs, ils tombaient des orbites. Les oreilles pouvaient être découpées, les mâchoires pouvaient être cassées, etc. Et les femmes qui les assistaient étaient aptes à remédier aux blessures presque instantanément. Enfin, ça dépendait si c'était des bonnes sorcières ou pas. Dans l'histoire orale, les femmes du clan Teaka possédaient des pouvoirs médicinaux de grand augure. Et même si normalement ces femmes ne se battent pas, elles apprennent aussi toutes les techniques, avec un focus particulier sur la position de l'ombre fracassante, pour pouvoir engager un combat contre une autre si besoin. Petite pause. De telles circonstances n'arrivent que quand le boxeur est blessé ou perd à cause d'une faute commise de la part de son adversaire. Il faut que la faute soit reconnue par les aînés des deux familles qui disputent le match.
Et s'il y a faute, les femmes qui assistent les boxeurs ont pour but de s'affronter dans un match. Le match suit les mêmes règles et c'est pour protéger l'honneur de leurs familles respectives. L'important pour les boxeurs masculins, c'est vraiment de jouer dans les règles afin de ne pas être accusés d'être un mauvais joueur, tout simplement, mais aussi pour protéger leurs sœurs ou cousines de potentielles blessures, mais aussi de la honte qu'une perte pourrait représenter. Si à la fin d'un tournoi, un boxeur perd à cause d'une faute commise par son adversaire et que sa partenaire perd aussi, la seule solution pour la famille est d'entraîner et choisir un nouveau jeune boxeur et une nouvelle sorcière qui l'assistera pendant les combats, afin de regagner l'honneur de la famille au sein de l'île. S'ils font leurs preuves et que les perdants continuent de s'entraîner, tout n'est pas fini pour eux. Ils pourront assister à d'autres compétitions, mais cela dépend que de la décision des anciens. Et même si la perte est honteuse, elle est encourageante pour les entraîneurs et les jeunes boxeurs afin d'améliorer leur technique de combat et d'entraînement. Pour la fin de l'histoire, j'arrive au bout là. Lorsque les Européens sont venus pour prêcher la bonne parole de Dieu, convertir les populations au christianisme, pour extraire tout le phosphate de l'île et qu'ils ont vu Tebana, donc les gants, avec leur toute petite arme dessus, ils ont considéré ce sport comme impitoyable et particulièrement dangereux. Ils ne s'y sont jamais intéressés, n'ont jamais compris l'importance sociale qu'avait ce sport au sein de la communauté, ni tous les rituels liés aux entraînements et aux combats. Les missionnaires, ils se sont juste contentés de bannir les matchs de boxe, une interdiction, qui s'est renforcée plus tard au sein d'une loi écrite par les coloniaux britanniques. Aujourd'hui, les Banabans de Rambi ont réessayé de faire revenir son sport au goût du jour, mais les aînés qui connaissaient les règles et tous les détails des entraînements, pour la plupart, sont déjà décédés. Cependant, certains descendants des membres du clan Teaka sont particulièrement chanceux d'encore avoir un ancien boxeur dans la famille qui connaît encore ce genre de détails. Mais la plupart des choses qu'on a perdues, c'est tout ce qui est lié au rituel d'entraînement. C'est grâce à eux que je vous en parle aujourd'hui, puisque toutes ces informations viennent des travaux ethnographiques de Ken Sigra, qui est un descendant du clan Teaka à Rambi et qui a énormément œuvré au sein de la communauté pour la préservation de sa culture et de l'identité Banaban, qui est un travail essentiel pour une population qui n'habite plus chez elle. Voilà, c'est la fin. Merci de m'avoir écouté, merci Monsieur Leroux de m'avoir invité et merci à vous tous. Merci même aux personnes qui sont en ligne.